Les océans couvrent environ 70% de la surface de la Terre, et nous n'en avons exploré que 5 à 20%. Et récemment, les astronomes ont découvert encore plus d'eau. Une immense réserve flotte dans l'espace, près d'un quasar situé à plus de 12 milliards d'années-lumière. Et il ne s'agit pas d'une simple flaque d'eau, mais d'une quantité absolument impressionnante. Environ 140 000 milliards de fois plus importante que toute l'eau des océans de la Terre. Elle gravite autour d'un trou noir supermassif 20 milliards de fois plus grand que notre Soleil. Ce trou noir est entouré d'un quasar extrêmement lumineux. Il émet autant d'énergie que 1000 milliards de soleils réunis. J'en ai un peu le vertige. D'ailleurs, comme la lumière met du temps à nous parvenir, nous voyons ce quasar tel qu'il était lorsque l'univers était encore jeune. Les astronomes sont convaincus que cette immense réserve d'eau est la plus éloignée et la plus grande jamais découverte dans l'espace. Matt Bradford, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a précisé que c'est grâce à son environnement unique que ce quasar est à même de produire une telle quantité d'eau. L'équipe de Bradford, en collaboration avec un autre groupe d'astronomes, étudie depuis un certain temps ce quasar et le trou noir supermassif qui se trouve en son centre. Ils ont remarqué que lorsque le trou noir attire la matière environnante, il réchauffe le gaz et la poussière qui se trouvent à proximité. Ce processus a créé une zone remplie de molécules qui n'avaient jamais été observées à une telle distance auparavant. Les premiers quasars ont été détectés il y a plus de 50 ans, lorsque des télescopes ont repéré des objets extrêmement lumineux dans l'espace lointain. Ce ne sont pas des étoiles ordinaires, ils brillent au centre de galaxies lointaines et sont si puissants qu'ils éclipsent toutes les étoiles qui les entourent. Au cœur de chaque quasar se trouve un trou noir gigantesque, des millions, voire des milliards de fois plus lourd que le Soleil. Lorsque le gaz et la poussière tourbillonnent vers le trou noir, ils se réchauffent et libèrent une quantité incroyable d'énergie. Cela fait du quasar l'un des objets les plus brillants et les plus puissants que nous ayons jamais observés dans l'espace. Observer les quasars, c'est comme remonter dans le temps. La lumière que nous voyons aujourd'hui a voyagé pendant des milliards d'années. Elle permet aux scientifiques d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemblait l'univers dans un passé lointain. Les quasars peuvent nous aider à comprendre comment les galaxies se sont formées, comment la matière s'est propagée et comment les premières structures cosmiques se sont assemblées. Certains quasars émettent d'énormes jets de particules ultra rapides. En s'étendant dans l'espace, ils peuvent parfois modifier des régions entières de l'univers. Mais revenons à cette eau sidérale, ou plutôt à cette vapeur d'eau. Lorsque les astronomes l'ont découverte, elle flottait autour du quasar, répartie sur une immense zone large de plusieurs centaines d'années-lumière. À titre de comparaison, une seule année-lumière équivaut à environ 9,6 billions de kilomètres. Même si le gaz y est incroyablement rare, contrairement à ce que nous connaissons sur Terre, il est beaucoup plus chaud et plus dense que le gaz présent dans la plupart des autres galaxies, y compris dans notre propre Voie lactée. La température de ce gaz est d'environ -52 degrés Celsius, et sa densité est environ 300 000 milliards de fois inférieure à celle de l'atmosphère terrestre. Cela semble extrême. Même à l'échelle de l'espace, c'est inhabituel. Or, la vapeur d'eau n'est pas une molécule comme les autres. Le fait même qu'elle existe à proximité d'un quasar suggère que cette zone est régulièrement exposée à des radiations. C'est cette exposition qui maintient le gaz à une température plus élevée que la normale. Pour ajouter au mystère, les astronomes ont également détecté du monoxyde de carbone et d'autres molécules. En d'autres termes, il y a beaucoup de matières premières dans les environs. À l'avenir, ce gaz pourrait contribuer à agrandir encore davantage le trou noir supermassif, jusqu'à 6 fois sa taille actuelle. Cependant, ce n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Une partie du gaz pourrait être aspirée par le trou noir, une autre pourrait former de nouvelles étoiles, et une autre encore pourrait être projetée dans l'espace. La découverte de vapeur d'eau dans un quasar aussi lointain signifie que les éléments constitutifs de l'univers existent depuis des milliards d'années. L'eau est essentielle à la vie telle que nous la connaissons, donc sa présence il y a si longtemps suggère que les ingrédients nécessaires à la vie existaient bien plus tôt que nous ne le pensions. Cependant, l'eau n'est pas seulement importante pour la vie. Elle joue également un rôle clé dans la formation des étoiles et des galaxies. Lorsque d'énormes nuages de gaz se refroidissent, l'eau contribue à leur effondrement, facilitant ainsi la naissance de nouvelles étoiles. Mais comment les chercheurs ont-ils pu repérer cet énorme nuage d'eau ? En 2008, l'équipe de Bradford a commencé à rechercher de l'eau dans l'espace à l'aide d'un instrument spécial appelé ZSPEC. Celui-ci était fixé à un télescope de 10 mètres à Hawaï. Pour vérifier leurs résultats, ils ont utilisé un autre outil puissant, le CARMA,
Il s'agit d'un groupe d'antennes radio situé dans les montagnes du sud de la Californie. Au même moment, une autre équipe recherchait de l'eau à l'aide d'un télescope situé dans les Alpes françaises. En 2010, cette deuxième équipe a détecté une infime trace d'eau dans notre lointain quasar. Il s'agissait d'un signal minuscule. Par la suite, le groupe de Bradford a détecté d'autres signaux. C'était la preuve dont nous avions besoin pour conclure qu'il y avait effectivement une énorme quantité d'eau là-bas. Aujourd'hui, notre nuage flottant de vapeur d'eau n'est plus le seul endroit où nous avons trouvé cette molécule en dehors de la Terre. Les scientifiques ont récemment fait une découverte majeure. Il existe d'énormes réserves d'eau liquide cachées profondément sous le sol martien. En théorie, les futurs astronautes pourraient donc utiliser cette eau pour leur mission, voire pour s'installer de manière permanente sur Mars. Mais bien sûr, il y a un hic. Cette eau ne se trouve pas dans de jolis lacs ou océans facilement accessibles. Elle est enfouie si profondément à l'intérieur de Mars que nous n'avons aucun moyen de l'atteindre avec la technologie dont nous disposons actuellement. Les scientifiques l'ont découverte en analysant les données sismiques de la sonde Mars InSight. Celle-ci a détecté une activité sismique étrange, que l'on peut expliquer par la présence de ces réserves d'eau cachées. Mars contient donc encore de l'eau aujourd'hui, principalement sous forme de glace à la surface ou juste en dessous. Mais ce n'est rien comparé aux quantités massives que la planète contenait il y a des milliards d'années. La grande question est la suivante. Où est passée toute cette eau? Les scientifiques pensent qu'elle s'est soit évaporée dans l'espace, soit déplacée vers l'intérieur de la planète, où elle pourrait désormais être piégée sous forme de gisements liquides ou de dépôts de glace. Le problème? Nous n'avons aucun moyen de mesurer la quantité d'eau perdue par Mars. Cette question reste donc sans réponse pour l'instant. La Lune, satellite de la Terre, contient également de l'eau, mais pas sous la forme que vous imaginez. Au lieu de lacs ou de rivières, l'eau de la Lune est principalement constituée de glace, répartie de manière inégale à sa surface. Les pôles, froids et ombragés, en sont particulièrement riches, car ils ne sont jamais exposés au soleil. Une grande partie de cette glace est également mélangée au sol lunaire et enfouie profondément, ce qui la rend très difficile à atteindre. Il y a ensuite Encelade, l'une des lunes de Saturne. Elle est minuscule, avec un diamètre de seulement 505 km. C'est tout de même suffisant pour contenir l'Arizona. Tiens, pourquoi ne pas essayer? Plus sérieusement, lorsque la sonde spatiale Cassini de la NASA est arrivée près de Saturne, les scientifiques s'attendaient à trouver un monde gelé et stérile. Mais au lieu de cela, ils ont observé d'énormes panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau jaillissant de geysers près du pôle sud. Cela signifiait qu'un océan gigantesque devait se cacher sous sa croûte glacée, pris en sandwich entre le noyau rocheux de la Lune et sa surface gelée. Le fait que cet océan soit actif et envoie constamment des matériaux dans l'espace fait d'Encelade une candidate de choix pour de futures explorations. Nous avons également Europe, l'une des lunes de Jupiter et l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de vie extraterrestre. Europe possède un gigantesque océan d'eau salée qui pourrait atteindre 64 à 161 km de profondeur. Cela signifie qu'il pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Mais il y a un obstacle de taille. Cet océan est caché sous une épaisse couche de glace, et les scientifiques pensent qu'il aurait une épaisseur située entre 16 et 32 km. L'océan d'Europe reste liquide grâce aux forces de marée exercées par la gravité de Jupiter. L'attraction massive de la planète étire et comprime la Lune, créant une friction qui la réchauffe à l'intérieur et empêche l'océan de geler. Le plus passionnant, c'est que les scientifiques pensent que des panaches d'eau pourraient jaillir des nombreuses fissures qui parsèment la surface glacée d'Europe. Si cela se confirme, nous pourrions un jour être en mesure de prélever des échantillons de cet océan sans avoir à forer à des kilomètres de profondeur. Cependant, de nombreuses inconnues subsistent. Quel est le volume des réserves d'eau d'Europe? À quelle vitesse se recongèle-t-il? Et comment la température et la pression extrême affectent-elles la glace? Les scientifiques sont impatients de le découvrir, car l'océan d'Europe est l'un des lieux les plus prometteurs où trouver des microbes extraterrestres dans notre système solaire. Mars pourrait, à notre insu, perturber les abysses de nos océans. Située à 225 millions de kilomètres de la Terre, elle était autrefois jugée trop éloignée pour exercer une quelconque influence sur nous. Or, cette certitude a récemment vacillé avec la mise en évidence d'un effet papillon inattendu. Une modeste attraction gravitationnelle, à l'origine anodine, finirait par engendrer d'immenses tourbillons dans les profondeurs marines. Cette hypothèse a émergé lorsque des scientifiques se sont penchés sur l'analyse de près de 300 forages réalisés dans le plancher océanique dans les années 60.
Leur objectif était d'évaluer la puissance des courants profonds en examinant les sédiments, ces dépôts de sable ou de vase qui se sont accumulés au fond des mers durant 65 millions d'années. Le fond océanique est constitué d'une superposition de strates sédimentaires. Lorsqu'elles suivent un schéma régulier, cela indique une accumulation progressive et ininterrompue des matériaux, signe que les courants marins sont restés relativement stables. Toutefois, les chercheurs ont relevé une anomalie. À certaines époques précises, aucune trace de sédimentation ne subsistait, ce qui impliquait qu'un facteur extérieur avait rompu ce processus naturel. L'explication la plus plausible réside dans l'existence de puissants courants sous-marins. Leur intensité aurait été telle qu'ils auraient déplacé les sédiments de leur emplacement initial. Mais l'aspect le plus intrigant de cette découverte réside ailleurs. Toutes les interruptions relevées se sont produites selon un intervalle constant de 2,4 millions d'années. Au total, 27 périodes de rupture ont été mises en évidence, un phénomène qui ne saurait être attribué au simple hasard. Les chercheurs ont alors compris qu'ils ne faisaient pas face à de simples irrégularités dans le dépôt des sédiments, mais bien à un phénomène cyclique. D'après les spécialistes, la seule explication envisageable trouve son origine dans l'espace et s'inscrit dans le cadre des grands cycles astronomiques. Pour saisir ce mécanisme, il convient d'évoquer d'abord les cycles de Milankovitch. Ces cycles doivent leur nom au scientifique serbe qui, il y a un siècle, a émis l'hypothèse que les variations dans la trajectoire orbitale et l'inclinaison de la Terre pouvaient influer sur son climat à long terme. Les mouvements de notre planète ne sont pas immuables et peuvent être perturbés par divers facteurs, notamment par l'influence gravitationnelle d'autres astres. En temps normal, l'orbite terrestre autour du Soleil s'apparente à un cercle quasi parfait. Toutefois, à intervalles réguliers, cette trajectoire subit l'effet de l'attraction exercée par Jupiter et Saturne, qui déforment alors l'orbite et lui confèrent une forme plus elliptique. De telles modifications influencent la quantité et la répartition de l'énergie solaire reçue par notre planète, ce qui entraîne des bouleversements climatiques. D'après la théorie de Milankovitch, ces variations suivent des cycles bien définis, de 405 000, 100 000, 41 000 et 23 000 ans. On suppose que ces cycles seraient à l'origine de l'alternance entre périodes glaciaires et interglaciaires. Cette hypothèse, d'abord théorique, a été validée dans les années 70, lorsque des scientifiques ont découvert des preuves de ces rythmes cycliques en analysant les sédiments marins. Des analyses plus récentes ont révélé qu'au-delà des cycles de Milankovitch, d'autres changements climatiques suivèrent des cadences nettement plus étendues. Ici, il n'est plus question de dizaines de milliers d'années, mais de phénomènes qui s'étalent sur plusieurs millions d'années. C'est précisément ce qui caractérise les grands cycles astronomiques mentionnés précédemment. Jusqu'à présent, notre compréhension de ces phénomènes reposait essentiellement sur des modèles mathématiques et informatiques. Trouver des indices géologiques attestant de l'existence de ces cycles astronomiques multimillénaires et de leur influence sur la Terre relevait d'un véritable défi. Mais les choses ont changé. Les découvertes réalisées au fond des océans pourraient bien fournir la preuve tant attendue. En effet, la période de 2 400 000 ans correspond précisément aux traces d'interaction gravitationnelle entre la Terre et Mars. Lorsque ces deux planètes suivent leurs trajectoires respectives, leurs champs gravitationnels entrent en interaction selon un phénomène de résonance, exactement comme c'est le cas avec Jupiter et Saturne. Périodiquement, l'influence gravitationnelle de Mars perturbe légèrement l'orbite terrestre, rapprochant notre planète du Soleil. Ce phénomène, à l'instar des cycles de Milankovitch de plus courte durée, a des répercussions sur le climat. Il se traduit par une augmentation du rayonnement solaire reçu par la Terre, entraînant un léger réchauffement. Toutefois, les scientifiques estiment que cet apport supplémentaire d'énergie solaire reste modéré. Il ne s'agit pas d'un bouleversement tel que notre planète deviendrait une fournaise invivable. Néanmoins, même une variation minime du climat peut avoir des conséquences notables, notamment sur la circulation océanique. Une augmentation des températures favorise la multiplication des tempêtes de grande ampleur, lesquelles génèrent des tourbillons capables d'entraîner les sédiments jusqu'aux abysses océaniques. Ces phénomènes, comparables à d'immenses vortex sous-marins, jouent un rôle clé dans la dynamique des fonds marins. L'identification de ces discontinuités dans les archives sédimentaires des grands fonds constitue une avancée majeure, sans doute la plus solide confirmation à ce jour de l'existence des grands cycles astronomiques. Comme évoqué au début de la vidéo, ce processus rappelle l'effet papillon. Tous les 2 400 000 ans, l'attraction gravitationnelle de Mars modifie l'orbite terrestre, entraînant un réchauffement climatique. Ce réchauffement stimule la formation de puissants tourbillons sous-marins,
qui finissent par bouleverser la dynamique des eaux profondes. Les cycles mis en évidence dans cette étude coïncident également avec certaines périodes de réchauffement climatique déjà bien documentées dans l'histoire de la Terre, notamment le fameux maximum thermique du Paléocène et Éocène. Cet épisode, survenu il y a environ 56 millions d'années, a entraîné une hausse des températures d'environ 8 degrés. De nombreuses hypothèses ont été avancées pour en expliquer l'origine, qu'il s'agisse d'une perturbation orbitale ou du passage d'une comète. Or, cette nouvelle étude suggère que Mars pourrait aussi avoir joué un rôle dans ce phénomène. Bien que ces résultats soient particulièrement intéressants et convaincants, il reste encore beaucoup à faire pour établir un lien direct entre ces cycles astronomiques et les courants océaniques profonds. Certes, les chercheurs ont fourni une explication plausible aux lacunes observées dans les sédiments marins, mais il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse à approfondir. Toutefois, leur réussite est capitale pour l'ensemble de la communauté scientifique. Comprendre précisément le moment où ces grands cycles astronomiques se produisent et leurs effets sur la Terre pourrait s'avérer déterminant. Cela permettrait notamment de mieux distinguer les fluctuations climatiques d'origine naturelle de celles provoquées par l'activité humaine. L'étude de ces tourbillons océaniques apporte aussi de précieuses informations sur l'impact du changement climatique sur la circulation des eaux marines. C'est d'ailleurs ce qui rend cette découverte particulièrement importante, notamment en lien avec une menace majeure, l'éventuel effondrement de la circulation méridienne de retournement atlantique. Ce système de courants océaniques assure la redistribution des masses d'eau dans l'Atlantique, transportant les eaux chaudes vers le nord et les eaux froides vers le sud. Il joue ainsi un rôle clé dans la régulation thermique de la planète et dans l'apport de nutriments indispensables à la vie marine. Or, certains chercheurs redoutent un ralentissement, voire un arrêt de ce mécanisme, aux conséquences potentiellement désastreuses. Si cela devait se produire, les eaux de surface, riches en oxygène, ne se mêleraient plus aux eaux profondes, compromettant ainsi l'équilibre des océans. Pourtant, ce lien possible entre Mars et la Terre ouvre une perspective plus optimiste. Il suggère qu'un réchauffement climatique pourrait entraîner une intensification des courants océaniques profonds, empêchant ainsi les mers de stagner. Cela dit, cette hypothèse reste fragile. Les preuves manquent encore. Certains experts sceptiques rappellent que, bien que l'activité des tourbillons ait effectivement augmenté ces dernières décennies, les observations satellitaires montrent que leurs courants n'atteignent pas systématiquement les abysses et ne garantissent pas toujours une circulation efficace de l'eau. Pour l'heure, impossible de trancher. Seules les recherches futures permettront de savoir qui a raison. Dans les profondeurs de l'océan Indien, se trouve une vaste région où la gravité ne se comporte pas comme ailleurs sur la planète. L'attraction gravitationnelle y demeure constante, certes, mais la Terre n'est pas une sphère parfaite. Sa surface est irrégulière, marquée de bosses et de creux, à l'image d'une pomme de terre, car sa structure interne n'est pas homogène. Certaines zones sont plus denses que d'autres. Imaginez que l'on puisse verser de l'eau sur la surface terrestre. La forme prise par le liquide correspondrait à ce que l'on appelle un géoïde. Cette forme particulière résulte des variations de composition au sein même de notre planète. C'est pourquoi la gravité n'est pas uniforme partout. Et dans les abysses de l'océan Indien, elle se révèle plus faible qu'à l'accoutumée. Cette anomalie constitue ce que les scientifiques qualifient de vastes trous gravitationnels, s'étendant sur plus de 3 millions de kilomètres carrés. Elle correspond à une dépression monumentale où le plancher océanique s'enfonce profondément. Pour élucider ce phénomène, les chercheurs ont eu recours à des navires spécialisés et à des satellites. Ils ont constaté que le niveau de la mer, près de l'Inde, était anormalement bas, à cause de cette zone de gravité atténuée. À ce jour, l'origine exacte de l'anomalie demeure incertaine. Toutefois, 2 scientifiques indiens ont observé que les études se concentraient exclusivement sur l'état actuel de la région et ont donc choisi d'en explorer le passé. Grâce à des modèles numériques d'une Terre virtuelle, ils ont élaboré une hypothèse selon laquelle l'origine du phénomène se situerait à plus de 1000 km sous la surface. Il y a environ 30 millions d'années, un ancien océan se serait enfoncé à cet endroit, entraînant le déplacement de roches en fusion. Ce brassage pourrait avoir amoindri la gravité dans cette zone. L'idée est captivante, bien qu'elle ne constitue pas encore une réponse définitive. En 2018, une équipe de Indiennes a entrepris une expédition dans l'océan Indien, munie d'appareils conçus pour capter les grondements du sous-sol, des vibrations semblables au roulement du tonnerre. Ils ont alors mis en évidence l'existence de remontées de roches en fusion issues des profondeurs terrestres.
Ces flux pourraient-ils expliquer la faiblesse gravitationnelle de la région? Nous devrons réunir davantage d'éléments pour approfondir notre compréhension du phénomène, quitte à remonter plus loin dans le passé. Il y a environ 140 millions d'années, l'ensemble des terres émergées formait un seul supercontinent nommé Gondwana. Mais à un moment donné, l'Inde a amorcé sa séparation. Tandis qu'elle dérivait, le plancher de l'antique mer de Tétis s'est enfoncé dans les profondeurs du manteau terrestre. Ces deux chercheurs indiens ont poursuivi leurs investigations en simulant des retours en arrière à l'aide de modélisation informatique. Ils ont étudié le déplacement des masses continentales ainsi que l'évolution du manteau terrestre, cette épaisse couche de roches chaudes et solides. Leurs travaux ont révélé qu'il y a fort longtemps, des roches légères et brûlantes remontaient depuis les entrailles de la planète. Celles-ci ont formé une zone à faible gravité, comparable à une vaste dépression du plancher océanique. Plus ces roches remontaient, plus cette cavité s'approfondissait. La première remontée de ces roches serait survenue il y a environ 20 millions d'années, au sud de cette mystérieuse cavité gravitationnelle. À mesure qu'elle progressait et s'enfonçait sous les plaques terrestres, la dépression s'étendait et s'accentuait. Selon ces deux savants, l'élévation de ces roches aurait été provoquée par l'enfoncement de l'ancien plancher océanique, agissant à la manière de bulles en ascension. Ce mécanisme aurait perturbé une formation connue sous le nom de blob africain. Pour mieux visualiser cela, dans les profondeurs de la Terre, résident deux immenses structures rocheuses, comparables à des continents, l'une sous l'Afrique, l'autre sous l'océan Pacifique. Leur fondation s'enracine à près de 2900 km en direction du noyau terrestre. Ces formations seraient sans doute à l'origine des colonnes de roches incandescentes qui remontent depuis les profondeurs extrêmes de notre planète. Lorsqu'elles atteignent la surface, elles peuvent engendrer des éruptions volcaniques d'une puissance colossale, certaines ayant même, selon certains chercheurs, contribué à la disparition des dinosaures. Il va donc de soi que toute perturbation de ces masses souterraines doit être évitée. Tous les scientifiques ne souscrivaient pas à la théorie qui tente d'expliquer pourquoi la gravité semble défaillante en ce point précis de l'océan Indien, estimant qu'il leur faut davantage de preuves tangibles avant de l'avaliser. La réponse pourrait résider dans l'écoute attentive des grondements internes de la planète. Et nul ne saurait dire si cette anomalie demeurera indéfiniment en cet endroit ou finira par se déplacer. Tout dépendra des futurs mouvements de masse à l'intérieur de la Terre, et observer des transformations significatives pourrait exiger une patience s'étalant sur des centaines de millions d'années. Cette région n'est pas la seule où la gravité se comporte de façon étrange. Du moins, c'est l'impression que l'on retire face à certains phénomènes à travers le monde. Imaginez, par exemple, des roches qui ne sombrent pas, mais flottent à la surface de l'eau pendant des périodes prolongées. Ces fragments peuvent même dériver sur des milliers de kilomètres avant de trouver un point d'eau où ils finiront engloutis. Les scientifiques ont percé ce mystère en recourant à des rayons X spécialisés dans l'exploration interne de ces roches. Ils ont ainsi constaté qu'il s'agissait de matériaux étonnamment légers, criblés de minuscules cavités. Les chercheurs ont enrobé certains de ces fragments d'une fine couche de cire, puis ont eu recours à la radiographie pour en examiner la structure, en évaluant notamment la quantité d'eau et de gaz qu'ils renfermaient. Ce qui permet à ces roches de flotter repose sur un phénomène appelé tension superficielle. Une pellicule d'air d'une finesse comparable à celle d'un cheveu humain, située à la surface de l'eau. Ce phénomène autorise certains insectes, voire certains lézards, à marcher littéralement sur l'eau. Ces roches flottantes ne fascinent pas uniquement par leur capacité à voyager. Elles jouent également un rôle scientifique de premier ordre, en permettant de détecter des éruptions volcaniques sous-marines. De plus, elles sont capables de transporter des organismes vivants à travers les océans, car elles retiennent souvent des végétaux ou d'autres éléments riches en nutriments. C'est, en somme, une croisière gratuite, du moins jusqu'à ce que l'un de ces blocs sombre au hasard d'un lieu inconnu. Nul besoin d'iceberg. À ces pierres qui dérivent, on peut opposer celles qui se déplacent sur la terre ferme. Dans la vallée de la mort, en Californie, existe un phénomène mystérieux. De lourds rochers semblent glisser sur le lit asséché d'un lac, laissant derrière eux de longues traces. Pendant 60 ans, ce mystère a suscité les hypothèses les plus diverses. Certains ont évoqué la force du vent, d'autres la présence de glace. Mais les recherches ont démontré que les vents en question ne possédaient pas la puissance nécessaire pour mouvoir de tels blocs. Bien que l'accès fût difficile,
Des caméras furent installées sur des falaises proches des rochers. Pendant 3 hivers d'affilée, elles enregistrèrent les données sur le vent, la pluie et la température. Les chercheurs soupçonnaient que la glace soulève les pierres, permettant ensuite au vent de les déplacer. Pour vérifier cette hypothèse, ils placèrent une pierre dans un récipient contenant de l'eau et du sable, qu'ils congelèrent. Lorsqu'ils poussèrent ensuite le récipient, la pierre glissa comme sur de la glace. Cette expérience conforta leur théorie. Fait notable, la région rocheuse de la vallée de la mort présente des similitudes avec Titan, une lune de Saturne, ce qui suggère que ces énigmes terrestres pourraient éclairer certains mystères spatiaux. La cascade inversée que l'on trouve en Angleterre illustre elle aussi un phénomène qui semble défier la gravité. Située non loin de Hayfield, cette chute d'eau donne l'impression étrange de monter vers le ciel, comme si elle imitait le jet d'une fontaine. Pourtant, ce n'est pas une bizarrerie gravitationnelle, tout s'explique par la puissance du vent. Celui-ci est si fort qu'il intercepte l'eau en chute libre et la renvoie vers le haut. Mais d'où provient ce souffle intense, constamment présent? Un effet comparable peut être observé au barrage Hoover, dans le Nevada. Si vous grimpez au sommet, haut de 220 mètres, et que vous tentez d'y verser de l'eau, elle ne s'écoulera pas comme prévu. Elle sera repoussée vers le haut. Il en va de même si vous laissez tomber un objet léger qui remontera aussitôt. Ce phénomène surprenant s'explique là aussi par un courant d'air très puissant qui balaie la structure de bas en haut. Ces bizarreries donnent l'impression que la gravité nous joue des tours, mais derrière chacune d'elles se cache une explication logique. Espérons qu'un jour, nous en trouverons une au mystérieux trou de gravité de l'océan Indien. Le sol sous vos pieds est rouge et sec. Il règne un froid glacial. De la poussière couleur rouille flotte dans l'air. Vous faites un pas, puis un autre. Il est difficile de bouger à cause de l'épaisse couche de sable dans laquelle vos pieds s'enfoncent. Vous êtes sur Mars, et vous êtes venu ici après avoir entendu une nouvelle absolument incroyable. De nos jours, la planète rouge, en effet, semble poussiéreuse et desséchée. Mais les chercheurs pensent que ce monde aurait pu être très différent, il y a très longtemps. Ils ont trouvé des traces d'un immense océan qui aurait pu exister à la surface de Mars il y a environ 3,5 milliards d'années. Et cet océan couvrait probablement des centaines de milliers de kilomètres carrés. Tout a commencé par de nombreuses images prises par satellite de la surface de la planète rouge. Elles ont été prises sous différents angles. En conséquence, les chercheurs ont réussi à dresser une carte en relief de la zone. Ils ont cartographié plus de 6000 km de formations spécifiques, qui avaient très probablement été sculptées par des rivières. Ces formations pourraient également être des canaux jadis creusés sur le fond marin. Les scientifiques ont exploité les données recueillies par l'orbiteur de reconnaissance de Mars en 2007. Ils ont analysé l'épaisseur des crêtes, leurs angles et leurs emplacements. Leur objectif principal était d'explorer la dépression topographique baptisée Aeolis Dorsa. Il s'est avéré que toutes ces années auparavant, cette partie de la planète rouge avait subi une série de changements constants. Ils auraient pu être causés par le mouvement rapide des roches, déplacés par les courants et les rivières, ainsi que par des augmentations notables du niveau de la mer. Les chercheurs ont également remarqué une frontière assez nette qui séparait les hautes terres du sud de Mars, élevées et fortement crénelées, des basses terres lisses de la planète. Cela ressemblait beaucoup aux rivages laissés par un océan gigantesque. Tout cela signifie probablement qu'à une époque ancienne, il y avait bel et bien un océan à la surface de Mars, et un très grand. Ce qui est encore plus excitant, c'est que l'existence d'un tel océan pourrait bien signifier celle de la vie. Cette découverte peut en apprendre beaucoup aux scientifiques sur le climat ancien de la planète rouge, ainsi que sur son évolution. Nous savons maintenant qu'il a dû y avoir une période sur Mars où la planète était assez chaude, et son atmosphère était assez dense pour retenir autant d'eau liquide. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que le climat dans l'hémisphère nord de Mars il y a 3 milliards d'années aurait pu ressembler à celui que nous avons sur Terre aujourd'hui. Mais alors, où est passé cet océan maintenant? Que lui est-il arrivé? Peut-être que le climat de la planète rouge est devenu plus froid, et que la surface de l'océan a gelé. Il existe une théorie qui prétend qu'aujourd'hui encore, l'océan demeure dans son état congelé, profondément enfoui sous la couche de roches, de débris et de poussière, de la plaine nordique de Vastitas Borealis.
Ou bien les eaux de l'océan auraient pu être perdues dans l'atmosphère et, finalement, dans l'espace à travers le processus dit de pulvérisation atmosphérique. Au cours de ce processus, les atomes sont arrachés de l'atmosphère après être entrés en contact avec des particules à haute énergie en provenance du Soleil. Quoi qu'il en soit, la théorie d'un océan qui aurait autrefois couvert une grande partie de l'hémisphère nord de Mars n'a pas encore été confirmée. Les scientifiques débattent toujours de son existence. Pour le moment, Mars est un monde très froid, avec une température moyenne de 62 degrés. La surface de la planète est rocheuse. Elle est recouverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. L'océan qui aurait pu exister sur Mars n'est pas la seule chose incroyable à propos de cette planète. Parlons de ces tempêtes de sable qui font rage sur la planète rouge. Dans les films, elles sont présentées comme des forces de la nature incroyablement puissantes, détruisant les camps des astronautes et réduisant leurs vaisseaux spatiaux en morceaux. Mais qu'en est-il réellement ? Mars est en effet célèbre pour produire des tempêtes de poussière si vastes qu'elles peuvent être vues par les télescopes sur Terre. Elles recouvrent parfois des zones de la taille d'un continent et peuvent durer des semaines. Mais en plus de celles-ci, il y a des tempêtes beaucoup plus rares qui se produisent une fois tous les 3 ans martiens, ce qui représente environ 5 ans et demi terrestres. Ces tempêtes sont plus grandes et beaucoup plus intenses que les tempêtes habituelles. Elles englobent toute la planète. C'est pourquoi les scientifiques les appellent tempêtes de poussière planétaire. En même temps, il est peu probable qu'une tempête globale puisse causer de graves dommages aux astronautes ou à leur équipement. Même si les tempêtes martiennes sont massives, la vitesse du vent y atteint au maximum 100 km/h. C'est moins de la moitié de la vitesse des ouragans sur Terre. De plus, cette comparaison des vitesses du vent peut s'avérer un peu trompeuse. La densité de l'atmosphère sur Mars ne représente qu'environ 1% de celle de notre planète. Cela signifie que le vent là-bas doit souffler beaucoup plus vite pour causer des dommages ou même faire voler un cerf-volant. Maintenant, passons au prochain phénomène incroyable observé sur la planète rouge. Vu de loin, cela ressemble à un œil. Il y a même des canaux sinueux qui ressemblent à des veines traversant le globule oculaire. Mais plus vous vous rapprochez, moins la formation ressemble à un œil. C'est en réalité un énorme cratère de près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui ressemble à une pupille, il y a d'autres cratères, encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer plusieurs attaques de roches spatiales. Mais pourquoi le cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant ? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau remplissait cette immense fosse. Vous souvenez-vous de ces canaux ? Ils acheminaient probablement cette eau. Et comme le cratère était rempli, cela a empêché certaines substances et minéraux de s'éroder. Votre prochaine destination est Valles Marineris. C'est un énorme canyon, ou plutôt un système de canyons, qui s'étend le long de l'équateur de Mars. Il s'étend sur plus de 4000 km. Il est aussi 4 fois plus profond que le célèbre Grand Canyon sur Terre. Le canyon est si grand qu'il pourrait couvrir tout le continent américain, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. La plupart des scientifiques pensent que Valles Marineris est une immense fissure tectonique dans la croûte de la planète rouge. Elle pourrait s'être formée lorsque la planète se refroidissait dans un passé lointain. Un autre spectacle à couper le souffle sur Mars est le plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il a plus de 600 km de diamètre, ce qui signifie qu'il est presque de la taille de l'État d'Arizona. La montagne est également haute de 26 km et bordée de falaises incroyablement hautes. Pour imaginer la taille impressionnante de ce volcan, faisons quelques comparaisons. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, environ 4200 mètres de haut pour 120 km de large. Ce qui semble en fait plutôt impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait engloutir toute la chaîne des îles hawaïennes de Kauai à Hawaï. Les scientifiques se demandent depuis un certain temps pourquoi ce volcan est si grand. Ce pourrait être le résultat d'une gravité de surface plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait être la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement.
Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds qui produisent de la lave, de nouveaux volcans se forment et les volcans déjà existants disparaissent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreux évents. Mais sur Mars, la croûte n'est pas divisée en plaques tectoniques comme sur Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un très, très grand volcan. Maintenant, si vous visitiez Mars et décidiez de faire une promenade en soirée, vous assisteriez à un phénomène étrange. Il se produit sur la planète rouge, après le coucher du soleil, lorsque les températures tombent en dessous de 62 degrés. Une lueur étrange et mystérieuse se propage alors dans le ciel martien. Malheureusement, sans équipement spécial, vous ne pourriez pas observer cette douce lueur. Visible uniquement en lumière ultraviolette, cette lueur nocturne est le résultat de réactions chimiques qui se produisent à des dizaines de kilomètres au-dessus de la surface de la planète rouge. Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super Terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super-Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition.
Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan ? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit ? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue. Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais deux à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. Nous sommes en 2065 et tu te tiens sur la surface poussiéreuse de la Lune, travaillant sur la dernière rangée de panneaux solaires qui aidera à alimenter le réseau énergétique de la ville. Soudain, la surface se met à trembler. Est-ce un tremblement de lune ? Ou est-ce que ces adolescents lunatiques font encore la fête à la mairie ? Tu lèves les yeux vers la Terre. Tu y es tellement habitué que tu la remarques à peine.
Mais là, elle semble différente. Il te faut quelques instants pour comprendre pourquoi. On dirait qu'elle rétrécit. Tu commences à paniquer. La Terre s'éloigne. Le sol gronde à nouveau et tu comprends ce qui se passe. La Terre ne bouge pas, ce qui bouge, c'est ce sur quoi tu te tiens. La Lune a quitté son orbite et se dirige vers l'espace profond. Destination inconnue. Ce qui est étrange, c'est que cela se passe en ce moment même, et depuis très longtemps. Cela affecte même la longueur de nos journées. Au bout du compte, la Lune s'éloignera complètement, ce qui altérera considérablement les océans de notre planète. Pour explorer ce qui va se passer, revenons un peu en arrière afin de mettre tout ça en perspective. La Lune tourne autour de nous depuis 4,51 milliards d'années. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Lune est née. La principale est qu'elle s'est formée lorsqu'un gros objet s'est écrasé contre la très jeune Terre. Le système solaire primitif était un endroit chaotique. Un certain nombre de corps stellaires ont été créés qui n'ont pas réussi à devenir des planètes à part entière. L'un de ces corps, aussi grand que Mars, s'est écrasé contre la Terre, projetant d'énormes morceaux de la croûte de notre planète dans l'espace. La gravité a fait son travail et a lié ces éléments séparés les uns aux autres. Ceci explique pourquoi la Lune est composée de particules plus légères que celles que nous trouvons ici, sur Terre. Des milliards d'années plus tard, nous sommes plus qu'habitués à avoir la Lune à nos côtés. Elle affecte tellement de choses dans notre vie quotidienne, la plus évidente étant le mouvement des marées. L'attraction gravitationnelle, ou force de marée, que la Lune exerce sur notre planète, crée justement ces marées. Cette force fait que toute l'eau à la surface de la Terre se déplace du côté où la Lune l'attire. Le schéma simplifié est qu'elle se déplace vers l'intérieur depuis le haut et le bas de notre planète, tout en poussant vers l'extérieur depuis les côtés. La Terre a également un effet sur la Lune que nous aborderons dans une minute. Mais il semblerait que la Lune n'apprécie pas notre compagnie autant qu'on pourrait le croire. Elle s'éloigne lentement de nous au moment même où nous parlons. La Lune peut sembler petite ou grande selon le cycle lunaire, mais en réalité, elle fait un peu plus d'un quart ou 27% de la taille de la Terre. Le diamètre de l'orbite de la Lune autour de nous est de près de 768 000 km. Mais ce diamètre augmente de 3,8 cm chaque année. Ce qui, bien sûr, signifie qu'elle s'éloigne d'un facteur de 3,8 cm chaque année. Pour expliquer pourquoi, nous devons analyser notre relation avec la Lune d'un peu plus près. Les deux corps célestes sont en rotation synchrone. Nous sommes synchronisés de telle sorte que nous voyons toujours le même côté de la Lune. L'hémisphère que nous ne voyons jamais est souvent appelé la face sombre, mais ce n'est pas tout à fait exact. Comme la Lune tourne autour de la Terre, différentes parties se trouvent ensoleillées ou dans l'obscurité à des moments différents. Ce changement d'illumination est la Lune qui traverse ces différentes phases. Les forces de marée n'affectent pas seulement nos océans, mais aussi la planète elle-même. La structure de la Terre étant plus rigide que celle de l'eau, les marées sur une matière plus solide, comme la croûte terrestre, ont un effet beaucoup plus atténué. Les forces de marée sont interdépendantes. Le champ gravitationnel de la Terre applique également des forces de marée sur l'ensemble de la Lune. Encore une fois, comme nous ne parlons pas de fluide, l'effet est très faible, mais il est là. Cet échange de forces est assez complexe. L'intérieur des deux corps est chauffé par ces forces, tout comme la force appliquée à tout objet peut générer une friction ou sa propre chaleur. Prends la planète Jupiter par exemple, et sa lune Io. Les forces de marée de la planète géante sont si énormes que la surface d'Io, qui est solide, se soulève et s'abaisse de plusieurs centaines de mètres à chaque période de rotation. La chaleur générée signifie que l'intérieur d'Io est très probablement en fusion. Par conséquent, la surface d'Io est couverte de volcans actifs. C'est l'un des endroits les plus géologiquement instables de notre système solaire. Malgré sa chaleur, ce n'est certainement pas l'endroit où emmener la famille pour des vacances à la plage. Retour sur Terre. Notre planète tourne sur son axe une fois toutes les 24 heures. Et la Lune effectue une révolution autour de nous en 27,3 jours. Le renflement de la Terre accélère en fait le mouvement de la Lune. La Terre tire cette dernière en avant sur son orbite.
En d'autres termes, le renflement de la Terre augmente le rayon de l'orbite de la Lune autour de nous. Pendant ce temps, la Lune tire la Terre en arrière, ce qui ralentit sa vitesse de rotation, mais juste d'une fraction, une toute petite fraction. Cela signifie que dans 100 ans, un jour sur Terre sera plus long de 2 millisecondes qu'aujourd'hui, l'équivalent d'un clignement d'yeux. De plus, comme la Terre est plus grande, la force de gravitation est plus forte, ce qui fait que la Lune accélère lentement. Au fil du temps, son orbite deviendra de plus en plus grande. Cela nous ramène à cette fameuse mesure de 3,8 cm. Cela peut sembler peu, mais sur une longue période de temps, ça devient significatif. Faisons un bond en avant dans des milliards d'années, où nous pouvons voir que l'orbite de la Lune est si grande qu'elle quitte notre plaisante compagnie, de façon permanente. Qu'arrive-t-il alors à nos océans? Tu l'as déjà deviné, les marées vont cesser d'exister. Cela donnera des mers très calmes pour toutes les sorties en bateau. Enfin, s'il reste des humains dans, 50 milliards d'années. Avant cela, à cause de la rotation synchrone qui ralentit la vitesse de rotation de la Terre, il est possible que la Terre ralentisse suffisamment pour faire face à la Lune de façon permanente. En retour, cela pourrait empêcher la Lune de s'éloigner de nous. Imagine l'effet sur notre planète si nous arrêtions de tourner. Une moitié sera toujours dans l'obscurité, l'autre dans la lumière. Cela perturbera nos saisons et la vie naturelle. Bien que cela semble dramatique et que la perte des marées soit un phénomène important, il y a d'autres choses plus sérieuses à craindre qui se produiront avant. Dans 1/10 de ce temps, soit 5 milliards d'années, notre Soleil aura probablement consumé la Lune et la Terre. Oui, notre Soleil va organiser une fête d'échelle galactique comme notre système solaire n'en a jamais vu. Et tout le monde est invité. Le Soleil brûle continuellement l'hydrogène de son noyau pour le transformer en hélium. En ce moment, il est à peu près à la moitié de son cycle de vie. Vers la fin, il n'aura plus d'hydrogène dans son noyau. Le Soleil finira par devenir une géante rouge. Selon les prévisions, sa surface atteindra Mars. C'est alors que les forces gravitationnelles prendront le dessus. La Terre sera entraînée dans ce nouveau Soleil et se désintégrera. Le Soleil deviendra 10% plus lumineux tous les milliards d'années. Donc, bien avant que la planète ne soit totalement détruite, la chaleur aura fait fondre toute la glace et fait frire presque tout ce qui vit. Tous nos océans se seront également asséchés. Donc, quoique la planète ait encore une espérance de vie de 5 milliards d'années, tout ce qui vit dessus n'en a peut-être que pour 1 milliard. Pour résumer, la Lune peut s'éloigner de la Terre, mais le Soleil aura anéanti les deux bien avant que les marées ne se soient arrêtées. Éloignons-nous de ce sujet brûlant et revenons à la relation fraternelle entre la Lune et la Terre. Le fait que la Lune ait la même période de rotation que la période orbitale de la Terre et de la Lune n'est pas une coïncidence. Pendant des milliards d'années, le couplage des marées des deux corps célestes a conduit à la synchronisation que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, elle continue d'évoluer. La Terre est en train de ralentir sa période de rotation. Un jour, elle correspondra à celle de la Lune et elles seront identiques. Et comme nous l'avons déjà mentionné, les jours sur Terre s'allongeront aussi. De 2 millisecondes par siècle. Pour avoir un impact significatif, il faudra plusieurs milliers d'années. Quoi qu'il en soit, il est rassurant de penser que la Terre et la Lune s'influencent mutuellement de plusieurs façons puissantes et bénéfiques. C'est presque comme si elles traînaient simplement ensemble, comme deux vieilles copines galactiques.